Samedi 2 septembre. Ça faisait longtemps, non? Il fait chaud. Je dirais presque trop chaud. Une ambiance sèche. Enfin, sèche. Sèche pour l'Allier. L'herbe est sèche, mais c'est normal à la fin août. Ah oui, vous allez me dire, c'est septembre. Oui, mais pas depuis longtemps. C'est la fin de l'été. Les feuilles sont d'un vert poudreux, terne. Et les arbres commencent déjà à jaunir. Il y a une quantité de mûres incroyable. Et le ciel est dégueulasse. Dégueulasse. C'est marrant, il n'y a plus personne pour faire la moindre remarque. Genre, ah, il fait beau, ou ah, il fait chaud, ou ah, il est pas beau le ciel, ou ah, on est bien. Non, personne n'ose. C'est ça le truc. C'est là qu'on voit que quelque chose ne va pas. C'est pas à ce qui se passe, c'est à ce qui ne se passe pas. Ça devrait nous amener tout un tas de réflexions, ces nuages, cette ambiance sale, de lumière comme grise, comme salie. Et puis il fait chaud ou il fait froid, on ne sait pas. Non, c'est pas la franche sécheresse, c'est l'été quoi. Mais c'est l'impression de désolation surtout. Et où sont les oiseaux ? Oui, sur le soir, ils viennent en bande. Oui, c'est parce qu'il fait chaud, les oiseaux se cachent. Je suis pas sûre. Il y a des haies. Il y a des bouts de haies touffus, des bouts de bosquets. Il y a des endroits frais. C'est cette impression de désolation. Oui, on le sait, moins d'insectes égale moins d'oiseaux. Mais ce dont je parle là, c'est pas du raisonnement pour la tête. C'est cette impression lancinante que quelque chose n'est plus conforme aux lois de la vie. Oui, on le savait déjà, je sais. Mais de moins en moins. C'est cette impression surtout. L'impression de cette couleur de la lumière qui ne va pas. De cette texture de l'air qui ne va pas. De cette absence de relation entre les gens. De cette autocensure permanente de tout. De ce réenclenchement du discours appris. Canicule, épidémie, et puis quoi encore ? Et ces bruits sourds en arrière-plan, les bruits des avions. Oui, je sais, des avions, il y en a toujours eu. Il y a cet effet un peu pervers qui nous fait regarder les choses que nous n'avions jamais regardées avant et qui nous fait croire que ces choses sont nouvelles. Si quelqu'un te dit « Vois, ceci est nouveau », en réalité, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. L'Ecclésiaste, c'est l'Ancien Testament. Officiellement, cette parole-là, elle a des milliers d'années. Officiellement, bien sûr. Mais c'est pas faux. Tout est vieux. Rien de nouveau sous le soleil. Oui, c'est de là que ça vient, de l'Ecclésiaste, un des livres poétiques de la Bible. La Bible, l'Ancien Testament. Alors on a la tête qui éclate avec tout ça. De chercher les raisons, chercher à se renseigner, chercher. Ouais, c'est bien de chercher. Mais de toute façon, nous avons toujours un temps de retard sur ceux qui sont aux manettes et qui sont malveillants. Nous avons des moyens de nous protéger des ondes, des injections, des perturbateurs endocriniens. Oui, mais ce faisant, nous sommes en réaction. De toute manière, ces ondes nous traversent constamment. Ces poisons épandus par la voie des airs ou par n'importe quoi d'autre dans notre alimentation, partout, c'est constant. Ces pensées, ces formes pensées, ces emprises, ces démons, c'est partout, tout le temps. Et au moment où je vous parle, dans l'encadrure de la porte, c'est le 2e avion qui passe en quelques secondes sur la même trajectoire, avec une traînée très persistante. Appelons-les comme ça, voulez-vous, des traînées persistantes. Ça au moins c'est du bon français. Et puis chimique ou pas, c'est pas la question. C'est pas une dénomination qui peut appeler un démenti immédiat. C'est juste une traînée persistante. Chimique ou naturelle, c'est secondaire.
Non, bien sûr, c'est pas secondaire, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'alimentera pas les disputes sans fin. Mais bien sûr, on le sait. Il y a quelque chose en suspens dans l'air. Tu le sens, n'est-ce pas? Tu le vois. Tu le sens pas avec ton nez, pas avec tes mains, mais tu le sens. Quelque chose n'est plus comme avant, quelque chose a changé, mais surtout quelque chose n'est pas naturel. C'est ça? Mais qu'est-ce qui est naturel? C'est plutôt que quelque chose n'est pas comme on sent que cela devrait être. Tout a l'air normal, n'est-ce pas? Mais non, nous sommes passés dans une autre réalité, une autre dimension de la réalité, une dimension où nous sommes paradoxalement encore plus enfermés et un peu plus libres mentalement, mais pas toujours, parce que l'esprit est engourdi et le corps souffre, le corps est fatigué, tout le monde. Tout le monde a quelque chose qui ne va pas. Et je parle pas de ceux qui ont tout fait pour, bien sûr. Il y a cette lassitude, bien sûr, mais il y a aussi des problèmes physiques très réels et sourds qui sont le fait de l'acidification du terrain. C'est-à-dire que ce sera différent pour chacun d'entre nous. Ça va se manifester précisément là où nous avons déjà une fragilité. L'intoxination lente. Le Covid long peut-être. Vide, en effet. Vide de sens. CO, oui je sais, c'est couronne. On va pas dire les mots, mais CO2. Vide de CO2, plein de CO2, allez savoir. Vous êtes quand même au courant que du CO2, il en faut pour la vie, il en faut pour les plantes. Même pour nous. Vous vous souvenez ça? L'hypocapnie et l'hypercapnie. Trop de CO2, on crève. Trop peu, on crève. C'est ça les capsules suicides à la Suisse. Plus de CO2 dans l'air. Et ouais. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup, 0,04% dans l'atmosphère. Mais s'ils sont pas là, on risque d'avoir des problèmes. Fascinant la vie, non? Qui a fait les calculs au départ? Qui nous a programmés pour une si faible tolérance? Ou peut-être que tout ça s'est ajusté à nous. Vous vous souvenez dans Invasion Los Angeles, c'était un de ces petits moments tellement décisifs où le personnage qui semble être un scientifique, un vrai scientifique, pas un scientifique de plateau, pas un scientifique reconnu bien sûr avec la médaille et tout le tralala, non, le gars avec les lunettes là, le barbu, dans ses interventions à la télé qu'on entend de temps en temps comme ça entre deux dialogues, il dit ils ont transformé l'atmosphère, ils sont en train de transformer l'atmosphère pour la rendre plus conforme à leurs besoins. En fait, ils acidifient l'atmosphère, ils empoisonnent l'atmosphère. C'est ils non humains, les démons. C'est exactement ce qui se passe. L'acidification. L'acidification, c'est pas le goût acide des choses, c'est la fonction chimique acide. Acide, base. Et dans cette forme d'accusation inversatoire que nous connaissons bien, oui, je sais, c'est exprès, j'ai inversé l'inversion. Eh bien, on trouve souvent comme risque de maladie, racine de nos maux, cause profonde, l'alcalose, c'est-à-dire le fait d'être trop alcalin, donc trop basique, trop de base. Mais l'alcalose pratiquement n'existe pas. Nous avons des zones alcalines et des zones acides dans notre corps, mais tout l'ensemble de notre corps devrait être neutre à légèrement alcalin, sauf pour toutes les zones qui traitent les toxines et les évacuent, puisque les toxines sont fortement acides. Donc tous les émonctoires sont possiblement plus acides, pas intrinsèquement, mais parce qu'ils traitent de la matière acide. Un petit peu comme si on disait dans le camion poubelle, il y a une concentration importante d'ordures. Mais c'est pas dû à la nature du camion poubelle, pas à la nature de ses matériaux ou des gens qui le conduisent ou qui le manipulent. C'est parce qu'il va contenir des poubelles que sa concentration en ordures est forte. Le camion lui-même n'est pas une ordure, pas plus que ses opérateurs. C'est un peu comme ça pour notre corps. Plus les ordures sont puantes, plus le camion va puer. Mais imaginez que nous ne mettions dans ces ordures que des ballots de foin, des fleurs coupées, quelques épluchures, le tout déjà presque composté.
eh bien, ce camion ne sentirait pas du tout. Mais je m'égare comme toujours. Je regarde cette lumière blanche qui affadit toute chose, qui pâlit même la couleur de l'herbe. Et ton jardin, toi, il a poussé cette année? Le mien a vivoté. Les plants ne se sont pas développés. Les tomates n'ont pas monté sur leur tuteur. Non, je ne les ai pas arrosées, mais l'an dernier non plus. Non plus. Peut-être qu'il a plu davantage ici, l'an dernier. Et puis, j'avais préparé ça plus tôt, paillé davantage. N'importe. Je sais pas si ça aurait vraiment fait une différence. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, je vois bien que ce qui est répandu au-dessus de nos têtes a une influence sur le vivant. Oh, très insidieuse, très lente. Empoisonnement lent. Empoisonnement à vie. Nous avons tout notre temps. Jusqu'à présent en tout cas. Ce sont les maîtres du temps, rappelez-vous. Un petit coup d'accélérateur, une petite décélération, un petit choc. Ce sont les maîtres de la narration. Ils nous prennent toujours de court. Ce sont des conteurs, ce sont des acteurs, des comédiens, ce sont des menteurs, ce sont des maîtres. D'ailleurs, ils aiment beaucoup tous ces titres. Ils se les donnent entre eux. Ce sont eux, tous ces personnages friands de hiérarchie cachée, qui ont instillé en nous ce besoin de reconnaissance par le titre, par le grade. Ceinture noire, 2e dan, 3e dan, piste bleue, 1re étoile, maître assistant, professeur, champion régional, champion de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, 1er prix, tableau d'honneur, mention assez bien, un bon point, mention spéciale du jury, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, employé du mois, meilleur vendeur de l'année, meilleur buteur de l'année. Les 5 pays les plus riches, les 8 pays les plus riches, les 20 pays les plus riches, les 30 les plus pauvres. Non, pardon, c'est pas dans le classement, ça. 1er prix de la plus belle maison fleurie. Reporter de l'année. Entrepreneur de l'année. Meilleur ouvrier de France. Les plus beaux villages de France. 1er prix du concours général. 1er prix du conservatoire. Vous en avez pas marre, non? Vous allez pas nous foutre la paix? Mais le vrai problème, c'est que nous reconnaissons de la valeur à ces choses, de la valeur à ces vies avec une hiérarchie, avec des postes de travail hiérarchisés, avec des postes de travail, avec des compétences qui font de vous quelqu'un de respecté ou un pauvre type. Mais c'est quoi ce monde? Vraiment, ça valait le coup de naître juste pour conduire une bagnole? Jusqu'au supermarché? Mais c'est pas ça que je suis venue faire là. Et toi non plus? En revanche, il semblerait qu'un grand nombre des êtres d'apparence humaine et d'apparence vivante soient venus uniquement pour ça. Et par la loi du nombre, nous voilà plongés dans cette conscience collective. Oui, inconscience collective. Ce flux humain, comme de la mélasse, vous voyez? Comme des hydrocarbures, là. Ça fait une chose, ça fait une autre, ça pense une, ça dit l'autre. Ça ment, ça gobe les mensonges. Ça fait ce qu'on dit, mais ça râle. Mais ça le fait quand même. Et ça vous fait la morale. Des gens que si vous prenez comme ça entre 4 yeux et que vous les attachez au radiateur pendant une bonne demi-journée, sans boire, sans manger, sans fumer, sans télé, là peut-être, on verra ce qu'ils ont dans le ventre. Et en général, pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on leur a dit qu'ils voulaient. Mais au fond, à quoi tu crois? Ils croient à ce qu'on leur a dit de croire. Ils croient même que ça vient d'eux. Effectivement, ces êtres-là, c'est ni plus ni moins du temps de cerveau disponible. C'est de la chair à canon, pas forcément les canons de la guerre. Mais c'est du bétail humain dans lequel on peut puiser facilement, au niveau de l'émotionnel.
on leur fait avoir tout un tas d'émotions. Et ces émotions-là, elles nourrissent quelque chose dans le monde du non-visible. C'est clair comme de l'eau de roche. On peut déclencher leurs émotions à volonté. Et maintenant, avec toutes ces techniques qui sont officiellement au point, on va pouvoir les déclencher d'autant plus. Non pas que ces techniques sont nouvelles. Si on te dit « Vois, ceci est nouveau », en réalité, cette chose existait dans les siècles qui nous ont précédés. Vous vous souvenez, l'Ecclésiaste ? L'Ecclésiaste dit que ces choses ont toujours existé. Nous croyons que la technologie technologique est quelque chose qui n'a jamais existé avant nous. Mais croyez-moi, ou pas d'ailleurs, ça m'est égal, ce qu'on appelle la magie, c'est une forme de technologie dont vous n'avez pas les clés. Alors vous ne comprenez pas. La magie est une technologie absolue qui ne requiert pas d'objets matériels technologiques au sens où nous comprenons technologique, c'est-à-dire une matérialité extrêmement sophistiquée qui comprend généralement de l'électricité, etc. La technologie, c'est l'amélioration de la technique, mais toute technique n'est pas d'essence matérielle. Il y a les techniques de visualisation mentale, il y a les techniques d'hypnose, il y a de nombreuses techniques d'essence, entre guillemets spirituelles, c'est-à-dire non visibles. Ça ne veut pas dire que ces choses ne fonctionnent pas. En réalité, les technologies matérielles et matérialistes qu'on met entre nos mains ne sont que des espèces de succédanés pour nous rendre accros, pour nous rendre dépendants et complètement incompétents du point de vue spirituel, mental, psychique. Mais les personnes qui sont à l'origine de cet abêtissement du troupeau humain, les êtres qui sont vraiment à l'origine de cela, maîtrisent les techniques psychiques, n'en doutez pas un seul instant. Il n'est que de regarder autour de nous. Et les techniques psychiques les plus puissantes qui sont à notre portée, nous ne les connaissons pas. Ou plutôt nous les connaissons mais nous ne les comprenons pas. Elles sont trop simples. Elles ne requièrent pas un apprentissage compliqué, mais une pratique assidue. Et ça, l'humain, il aime pas. En tout cas, l'humain moderne. On nous a détournés de toute capacité d'attention profonde, de toute capacité de concentration sur un long temps. On nous a coupé des capacités les plus simples qui nous permettaient d'utiliser la technologie ultime de l'univers, en tout cas de ce plan de réalité. Les seuls qui fonctionnent vraiment, les seuls capables de mettre en échec la malveillance des êtres qui contrôlent la vie. Oui, je veux parler de la prière. Et le mot prière, la chose elle-même mériterait en soi tout un chapitre. Prier. Prier, ça n'est pas que demander. Comme un choix. C'est pas forcément un choix entre deux choses. C'est un choix. Une posture intérieure. Un réajustement de la posture intérieure. C'est ça le véritable choix. C'est pas vanille ou fraise, mat ou brillant, Guillaume ou Jean-Michel, entrée ou dessert. Non, le choix c'est, oui, un réajustement de la posture intérieure. Un choix d'être plutôt qu'un choix de faire. Et tout le reste en découle. La prière, c'est un peu de cet ordre-là. C'est pas juste demander sans cesse des faveurs pour soi-même et sa famille et son chien. C'est plutôt une réaffirmation de notre foi, que tout ce qui constitue ce monde n'est pas la totalité, que tout ce qui est difficile à vivre et qui semble s'exercer contre nous dans ce monde n'est pas la totalité, que nous savons qu'il y a autre chose et que nous demandons à être entendus. Nous réaffirmons notre volonté de nous brancher sur un autre canal, une autre source que celle qui nous est présentée comme étant la totalité, la réalité. Non, quelque chose d'autre qui est capable de nous élever, de modifier très subtilement la réalité autour de nous. C'est ça les miracles. C'est quand quelque chose échappe aux lois de la matière telles qu'on les a édictées pour nous.
Si nous pouvons infléchir la trajectoire de la matière en priant, alors qu'est-ce qui est finalement possible et impossible? Laisserons-nous indéfiniment d'autres décider pour nous de ce qui est possible ou impossible, croyable ou incroyable, digne d'être vécu ou pas?